Donc je vais présenter un travail qui s'appelle F-Connection. Alors je vais essayer de lire pour pas être trop lent, prendre trop de temps. Donc ça peut être un peu moins drôle que ce qu'a fait Gwenaël, mais c'est un peu dans la même idée en tout cas. Donc F-Connection, c'est un jeu de mots qui rend bien sûr à l'idée de French Connection, mais qui nous invite à réfléchir sur les changements significatifs et opératoires dans l'idée de collecte et de collection, apparue progressivement avec les réseaux sociaux et Internet. Outre ce clin d'œil au livre de Nicolas Brouillot, Post-production, Post-collection, qui est un peu le titre de la communication aujourd'hui, interroge également ici l'envoi postal et plus particulièrement la lettre. Alors la lettre, ça a une grande histoire dans l'histoire de l'art, on en trouve un peu partout. Sur ce côté caché montré, on pense à Vermeer ou des gens comme ça, mais c'est un peu le lieu du désir, qui est un peu une métaphore du lieu de l'œuvre en général, et puis le lieu du secret qui serait aussi une métaphore de l'idée de concept de l'œuvre. Donc cette lettre, dans sa forme classique, est immatérielle dans l'idée de transport d'informations. Et cette lettre, elle est en train de disparaître, effectivement. On utilise de moins en moins de lettres physiques, et puis on travaille de plus en plus avec les réseaux. Et c'était peut-être temps aujourd'hui de clore ce processus et de voir comment il interroge notre rapport au réseau. Un CF Connection convoque peut-être à partir de nouvelles stratégies de territoire indexées sur des mémoires collectives et individuelles, le politique d'une résistance, la minceur d'un écart existentiel, on pense à Sartre bien sûr, entre les informations avec tout ce qu'elles impliquent de contingence et cette volonté de croire encore que nous pouvons tout voir, tout construire, tout partager et conserver à travers notre immortelle absorption sur les réseaux. Donc, F-Connection est la troisième partie de l'œuvre hypermédia URSS, donc dont a parlé tout à l'heure Karine. Donc URSS, c'est d'abord deux sites, un site très très sobre où on peut télécharger un calque KML, on fait beaucoup de publicité aujourd'hui à Google Earth dans ce colloque, mais c'est un peu le référent de tout le monde aujourd'hui puisque Google se subdivise en plein d'applications et de possibilités par rapport au territoire Internet. Et puis un deuxième site qui est lié à une application téléphone portable dont je parlerai tout à l'heure. Donc tout ce travail a été conçu dès 2010 avec Franck Soudan, un peu comme un clin d'œil, ou en tout cas une interrogation par rapport à l'idée de relations qu'on pouvait entretenir entre les réseaux sociaux. C'était pas le début des réseaux sociaux, mais en tout cas c'était le moment où Facebook commençait vraiment à être interrogé par beaucoup de gens. Et puis Google Earth aussi, puisque en fait on a entre les deux une corrélation assez intéressante, même si on a deux systèmes et deux structures complètement différentes. C'est-à-dire que Facebook, quelque part, c'est la suite logique de la tradition du mur, le mur dans l'idée judaïque du mur, et dans l'idée du rouleau aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on poste quelque chose sur Facebook, on ne va pas voir ce qu'on a posté il y a 2 ou 3 ans. C'est quelque chose, on a l'impression qu'on conserve une mémoire, mais en fait cette mémoire, d'ailleurs, elle n'apparaît pas tout le temps. Si vous regardez, si vous faites attention, si vous retournez dans vos anciens posts, vous allez vous apercevoir qu'ils n'y sont plus, ou en tout cas qu'ils ne vont pas apparaître automatiquement. Et donc on est dans une actualité sans cesse renouvelée de ce que l'on poste. Et cette actualité ressemble étrangement à l'idée du parchemin que l'on déroule dans plusieurs civilisations. Et Google Earth, c'est la tradition euclidienne de la perspective. C'est-à-dire qu'on est encore dans une perspective euclidienne qui nous montre un point de fuite. Et ce point de fuite, bien sûr, c'est le monde, mais le monde dans une forme cartographiée en 3D qui ressemble un peu à une version contemporaine de la carte en plastique qu'on avait dans les écoles primaires auparavant. Mais dans ces deux processus, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on nous place, par les systèmes de pensée et les systèmes de programmation qui sont installés, dans l'idée de démiurge. C'est-à-dire qu'on est à la place de Dieu, et que cette place de Dieu nous satisfait beaucoup parce qu'on a l'impression finalement d'être dans une ubiquité totale et de diriger complètement les systèmes opératoires qui vont nous permettre de voir le monde. Et donc évidemment, ça c'est complètement impossible de le penser quand on travaille avec une lettre.
Donc pour revenir un peu sur URSS, au départ, on est parti sur l'idée de portrait social, c'est-à-dire comment aujourd'hui faire le portrait de quelqu'un. On ne fait plus le portrait comme on se faisait tirer le portrait en photographie ou comment on construisait un portrait au temps de la peinture classique. On fait un portrait avec les données qu'on trouve sur Internet. Et donc l'idée avec Franck, c'était de récolter une base de données extraite du mur Facebook. C'est-à-dire Franck est un artiste en art programmé. Il a reconstruit des outils, des programmes qui nous permettent de siphonner les murs auxquels on s'adressait ou qui servaient de point de départ à l'œuvre. Et à partir de ces bases de données, on s'est aperçu très vite que finalement le problème n'était pas tellement les éléments qu'on trouvait dans ces bases de données, mais la manière dont ces éléments entretenaient des commentaires les uns entre les autres. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, il n'existe aucun programme capable d'analyser ces commentaires. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle l'idée du turc mécanique. Je ne sais pas si vous tapez Amazon turc mécanique, vous allez avoir des renseignements. Mais qu'est-ce que c'est que le turc mécanique? C'est un peu cet automate, ce faux automate qui était utilisé pour jouer aux échecs. Et en fait, qui était donc, bien sûr, un fake, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était cachée à l'intérieur. Et c'est un peu ce qui se passe, par exemple, avec plein de moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, aucun programme n'est capable d'analyser les images et les commentaires entre les mots. Et donc, Amazon et d'autres personnes comme Google, d'autres systèmes comme Google, font appel à des êtres humains pour analyser ces données. C'est-à-dire qu'on envoie en Inde des photos, par exemple. Alors ça ne se voit pas évidemment, mais on envoie des photos et puis une personne commente la photo. Et après on peut rentrer ce commentaire dans un programme qui va établir des liens entre les éléments. Mais c'est surtout ce commentaire qui est intéressant. Et on parle donc à ce moment-là de turc mécanique dans la manière la plus classique du terme. Et donc en fait on a, à partir de cette base de données qu'on récoltait sur Facebook, Franck a reconstruit d'autres programmes qui nous permettaient progressivement d'analyser les données et de construire ce qu'on appelle un IDSIN, c'est-à-dire un mix de plusieurs données transformées en images. Donc ici, on voit un IDSIN qui a été fait pour le réseau Musée Méditerranée, qui est donc l'association de tous les musées de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Languedoc-Roussillon, c'est 180 musées. Et donc, à partir de cette idée signe, on a une seconde interprétation, puisqu'on quitte la plateforme 2D du mur de Facebook pour la 3D, une seconde interprétation qui nous permet de replacer le portrait social final en 3D sur un calque KML superposé à Google Earth. Alors pourquoi on a superposé ce calque à Google Earth? On aurait pu très bien inscrire les objets dans Google, c'est pas très difficile, puisqu'il n'y a pratiquement aucun contrôle. Mais l'idée, c'est que comme Google Earth, c'est vraiment une fiction déjà, puisqu'on est dans une carte, et qu'on ne peut rien inscrire en creux dans cette carte. C'est-à-dire, et que toutes les choses que l'on inscrit dans Google Earth doivent être relativement ressemblantes à des choses possibles qu'on peut construire d'une manière ou d'une autre sur la Terre. Ça nous semblait intéressant de montrer le côté fictionnel de l'objet et donc de construire une fiction sur la fiction, et pour ça donc de rajouter un calque superposé à Google Earth où les objets sont plutôt translucides. Alors là vous avez ici l'élément qui n'est pas sur Google Earth où il suffit de télécharger le calque, mais simplement l'objet qu'on appelle glitch qui nous permet de le situer dans le flux RSS. Alors ça nous a posé bien sûr des tas de problèmes avec les gens avec qui on a travaillé, je vous rassure. Par exemple, le réseau Musée Méditerranée, qui sont quand même des personnes normalement très respectables, puisque ce sont tous des conservateurs de musées. Franck a eu l'idée parce c'était un peu le premier grand commanditaire d'une œuvre liée à URSS, de leur offrir en plus une carte interactive des liens qu'ils entretenaient entre eux sur les réseaux. Mais cette carte interactive a révélé des choses dont ils n'avaient pas du tout envie de montrer. Et donc cette carte a été censurée et depuis notre portrait social a été enlevé du site du réseau Musée Méditerranée, même si c'est une œuvre qui a été achetée. Voilà. Donc on voit à quel point les choses numériques peuvent disparaître assez rapidement. C'est pas seulement que pour moi ou pour d'autres. Enfin, si on interroge par exemple des artistes comme Nicolas Frespech, on s'aperçoit que c'est la même chose pour plein d'autres artistes du numérique. Voilà, donc c'est un peu comme ça que fonctionnait URSS dans sa première version. Et puis,
Donc évidemment, les applications qui avaient été programmées par Franck sont très vite devenues obsolètes, puisque les protocoles d'accord pour rentrer sur les réseaux et sur les moteurs de recherche changent très rapidement. Hein, c'est les mises à jour que vous devez vous-même effectuer sur les applications que vous utilisez. Et donc on a décidé, par exemple, pour une application qui était une application phare du départ de l'URSS, Luxury, d'engager sa mort sur les réseaux. Et donc vous avez ici la crémation en direct sur les réseaux de Luxury Reaper, qui est un autre programme associé à Luxury, et qui demandait aux personnes qui le souhaitaient, qui souhaitaient avoir une urne de crémation de Luxury, de se connecter sur les réseaux. Et donc à partir de leur adresse IP, on leur adressait une urne avec une ruine, quelque part, une forme de crémation d'une image qui était recherchée à travers Bing, etc., et avec un certificat de crémation, et donc un petit texte qui leur montrait qu'ils avaient été connectés par rapport à leur adresse IP. Alors ça a très bien marché, puisque c'était relié aussi avec les réseaux Twitter et Facebook, c'est-à-dire qu'on avait à intervalles réguliers sur Twitter, au secours je brûle, etc. Et puis une autre œuvre qui utilisait successivement, enfin après 2012, parce que c'était encore assez difficile à ce moment-là de faire de la 3D sur Internet en direct. Maintenant tout le monde utilise Unity, mais à l'époque c'était pas encore tout à fait le cas. Donc une œuvre qui s'appelle Le Jardin des Délices et qu'on a fait pour le musée départemental faut pas que je me trompe, de Gap. Et on a réfléchi avec les conservateurs du musée à l'idée de sortir des œuvres, mais qui ne sont pas nécessairement des œuvres d'art du musée, et de les replacer dans des endroits stratégiques liés au territoire de Gap. Et donc on a pris des objets ethnographiques ou des œuvres d'art qu'on a retranscrit en 3D, hein, donc c'est de la 3D native, open source, etc. Là encore un gros travail de programmation, sur des mires de réalité augmentée installées dans le paysage. Alors l'idée, dans tous les travaux qui sont montrés, et Gwenaëlle n'en a pas parlé, mais je suis sûr qu'elle pourrait y répondre, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui fait art dans ces dispositifs. C'est-à-dire que finalement, pour une personne lambda, elle se demande toujours pourquoi on parle d'art, et on pourrait pas ne parler juste de communication ou d'ethnologie ou d'anthropologie. Et donc en fait l'idée là c'était de re-questionner la question de notre rapport à la géométrie, c'est pas euclidienne, c'est copernicienne. Et donc dans l'idée de, même si on a très vite compris que la Terre tournait autour du Soleil, l'idée de croire que quand même il y a un centre, un seul soleil. Et on s'aperçoit que cette idée de centre, elle est mise à mal par l'idée que peut-être des galaxies ont deux soleils, etc. Et donc de traduire ça avec la 3D. Et donc l'idée, ça a été ici d'obliger les personnes qui veulent voir l'objet en 3D. Alors on tourne l'objet comme ça sur son écran de téléphone portable, ça c'est pas une grande question stratégique, mais que quand on tourne l'objet sur son téléphone portable par rapport à la mire, on s'aperçoit qu'on tombe dans la zone d'ombre de l'objet que l'on voit sur l'écran. Et donc pour voir l'objet dans sa totalité, la totalité de sa mise en lumière, on doit tourner autour de la mire, c'est-à-dire qu'on devient un deuxième soleil par rapport au soleil qui est à l'intérieur de l'application. Voilà un peu pour résumer ce travail. Donc on voit ici deux éléments de... voilà. Et donc, bien sûr, tout se complique avec... je vais vous laisser juste voir le teaser. Pour découvrir les secrets et la connaissance, il faut les hommes vers le divin. Oui, donc en fait, comme on est spécialiste des dispositifs hypermédias, on essaie toujours que les objets soient très complexes pour éviter qu'ils soient stratégiquement récupérés très rapidement, ou disparaître très rapidement comme on a pu le faire. Et donc dans l'idée de F-Connection, c'était aussi de s'associer à une autre œuvre qui est en cours de réalisation, celle de Carole Brandon, qui s'appelle Canario Box, et qui donc a besoin de financement pour travailler dans 3 villes. Elle l'a déjà fait à Chambéry comme phase test, mais elle va le faire à Curitiba au Brésil et puis à Constantine en Algérie pour l'année de Constantine comme ville culturelle du monde arabe. Et donc pour ça, d'envoyer ces 3 lettres
à des personnes qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que la première personne qui reçoit cette lettre F-Connection, bien sûr, je la connais, mais qu'après, cette personne va envoyer cette lettre à une personne de son réseau social, hein, pas de son réseau tout court, mais de son réseau social Facebook. Donc on va pouvoir mettre en réseau ces personnes, mais que chaque personne qui reçoit cette lettre doit financer en partie, ou d'accepter de manière symbolique, de financer Canario Box. Donc ça implique que cet objet F-Connection n'est pas un objet directement vendable, mais que cet rapport à l'argent passe par le biais d'un don par rapport à Canario Box. Donc l'objet F-Connection n'est pas vendable puisque tout le monde le possède, mais il renvoie à une idée bien sûr économique de l'art qui est de financer un autre projet. Donc vous voyez ici le teaser qui a été fait pour Chambéry. Je passe. Donc il se produit sur la notion de collecte 2 opérations distinctes mais complémentaires. La première nécessaire à l'idée même d'envoi postal est liée à ce réseau de personnes en devenir et qui n'est pas imaginable a priori, avant et même après l'expérience même du premier destinataire. Ces transferts, ces voyages dessinent une cartographie de lieux imaginables, reliés ainsi par la lettre, mais qui restent largement fantasmés à travers leur représentation sur Google Earth. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'immigrant d'un voyage immobile. La seconde est associée à l'ensemble des documents produits, par et à travers URSS, disséminés, exposés et redistribués sur les murs Facebook. Donc il y a pour l'instant 2 murs Facebook qui sont associés à ce projet. C'est le mur bien sûr URSS et le mur de la société immatérielle. Ces documents, mais on ne sait pas exactement s'ils sont tous là, sont de plus réunis a posteriori sur un tableau Pinterest. Donc là aussi, il suffit de taper Pinterest, F-Connection, Marc Vera, etc. Il fabrique ce que nous pouvons nommer une post-collection. Une collection somme toute fragmentaire et incomplète, un peu ce qu'on avait vu avec ton travail, Gwenaël, de ce qui s'est produit, qui n'est plus constitué désormais de documents matériels, mais seulement numérisés et visibles dans le lieu même du réseau. Cette post-collection fait donc l'objet d'une 3e temporalité, encore extérieure à celle des envois et à nouveau dissociée des posts successifs sur les murs Facebook, URSS et de la société immatérielle, définissant ce que nous pourrions nommer comme une ère existence d'immigrants. Alors on va voir un peu comment ça se produit. J'utilise en fait Google Tour Builder pour donner une idée un peu de tout ça. Centralisme français. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque personne est obligée d'anticiper quand elle reçoit cette lettre, le point où cette lettre va être envoyée. Donc c'est pour ça que l'image qui est montrée anticipe le voyage suivant. Et puis donc il y a bien sûr des gens qui sont artistes et d'autres non. Et c'est l'idée aussi à un moment de prendre la responsabilité des documents qu'on produit et qu'on place sur Internet. Et comment cette responsabilité elle est bien revendiquée par rapport à une individualité. Donc on voit ici la lettre, le parcours de la lettre 2 sur 3, puisqu'il y a 3 lettres, un peu comme les 3 stoppages mètres étalons de Marcel Duchamp. C'est-à-dire qu'en fait on part sur une lettre d'1 mètre et que ce mètre de lettres va parcourir des milliers de kilomètres. Un peu comme l'idée du mètre impossible le mètre étalon impossible de Marcel Duchamp. La musique.
Mathieu, qui est le travail de sound design d'un étudiant de 2e année de notre département, que je remercie encore. Et l'idée donc de cette lettre qui a franchi pas mal de kilomètres avec des hasards incroyables m'a fait rencontrer aussi des tas de gens évidemment qui sont intéressés par ce processus que je n'aurais jamais rencontré autrement. Et cette lettre en ce moment elle est arrivée au Caire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bloquée, non pas simplement parce que la personne ne veut pas la renvoyer ailleurs, elle va partir en Chine, à Wuhan, mais que cette lettre est bloquée parce que cette personne est elle-même en transit à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire comme elle change d'appartement et qu'elle cherche un nouvel appartement, c'est pas sa priorité, on la comprend très bien, d'envoyer cette lettre puisqu'elle est dans ses bagages. Et donc on a une opération aussi, on voit bien que les territoires sont des territoires de transit, mais physique aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une opération où on aimerait bien nous placer finalement en tant qu'être humain, c'est-à-dire dans un lieu fixe où on peut nous cartographier et nous isoler en fait du reste du monde. Mais on est bien des personnes, c'est pour ça que je parle d'immigrants, pour faire un jeu de mots avec le mot information, mais on est bien dans cette idée sans cesse de traverser des frontières. Et ce qui m'intéressait aussi dans l'idée de la lettre, c'est que, évidemment, traverser des frontières, traverser des interfaces comme ça poreuses, entre le numérique aussi et le réel, dépend chaque fois du dispositif qu'on utilise par rapport à ces frontières. Et ça, c'est une expérience toute bête, personnelle, qui m'a poussé un peu à faire ça. C'est que j'ai voulu prendre l'avion avec ma petite fille qui a 5 ans. Et précédemment, on était allé en Croatie en voiture, donc évidemment, il n'y avait aucun problème. On a passé toutes les frontières, etc. Et donc, on ne s'était pas posé la question tellement des papiers, en fait. On avait un autre carnet de famille qu'on considérait comme un papier officiel. Et quand on est arrivé à la frontière suisse pour prendre l'avion, évidemment, on nous a refusé de prendre l'avion pour aller en Italie. Hein. Ce n'était pas pour aller aux États-Unis, rien du tout. Et on s'est dit, on fait partie du même espace de Schengen, on a tous un passeport européen, on a des papiers d'identité français. Qu'est-ce que ça doit être quand on n'est pas français et qu'on doit passer, je veux dire, d'un pays à un autre comme ça? Ça devient extrêmement difficile, même si apparemment on a de la meilleure volonté qui soit de respecter les règles, etc. Donc ces règles sont des processus qui dépendent chaque fois du protocole d'accès à l'espace que l'on veut parcourir, mais l'espace aérien comme l'espace physique. Et que ces protocoles d'accès sont différents chaque fois, hein, puisque ce sont des protocoles d'accès privés finalement. Donc j'utilise aussi bien sûr les technologies, enfin je veux dire la cartographie de Google Earth, etc. pour fabriquer des images. Alors évidemment, je ne suis pas le seul à essayer de poser ces questions. Il y a un artiste qui s'appelle Tim Knowles qui a essayé de faire la même chose avec une boîte en carton, dans laquelle il a placé un appareil photo se déclenchant de manière régulière pour prendre des photos comme ça au hasard et pour passer les frontières. Donc il l'a fait au départ à partir de l'Angleterre, mais il a bénéficié pour ce premier travail de l'appui de la poste anglaise. Donc ça a marché, il n'y a pas de problème. Il a pris les photos, on voit les photos par exemple ici, d'un centre de tri. Et puis par rapport au Festival Bouillon Numérique, on lui a demandé de répéter ce travail, mais cette fois-ci de traverser une frontière un peu plus difficile, qui est la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Et évidemment, son colis n'est jamais arrivé, hein, puisque évidemment, on ne peut pas envoyer de matériel électronique s'auto-régulant à travers des frontières aériennes de n'importe quel pays du monde, quoi. J'imagine que si on envoie la même chose aux États-Unis, ça ne va jamais arriver. Et c'est cette idée aussi de perte qui est intéressante avec la lettre. C'est-à-dire que, contrairement à la sécurité qui règne quand même sur les réseaux, on peut difficilement quand même se retrouver chaque fois attaqué sur les réseaux si on fait un petit peu attention. Dans l'espace physique réel, on est toujours confronté à cette idée de perte et de disparition, comme tout à l'heure on en parlait déjà hier sur plein de dispositifs. Et donc là, on s'aperçoit que dès qu'on touche l'objet réel, on est d'autant plus finalement confronté à cette notion de perte. On parlait de la poterie hier, mais je pense que c'est encore plus tragique qu'un disque dur. Voilà, donc évidemment, ce travail, dans son impossibilité d'être réalisé, de Tim Knowles, m'intéresse par rapport à cette idée de F-Connection. Évidemment, les choses aussi pour F-Connection ne se sont pas passées directement aussi bien. C'est-à-dire que la première lettre qui a été envoyée à New York
n'est jamais arrivé. Ça dépend de la poste américaine, c'est pas aussi simple. Et donc la personne avec qui je travaillais pour cette première lettre, qui s'appelle Jean-Guillaume Leroux, qui travaille aussi avec Spam et Arte Créative, etc. On a convenu de... Pardon, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est ça, 5 minutes. En fait, finalement, je suis très bavard. Et donc on a convenu de fabriquer un fantôme de cette lettre en calque qui, pour l'instant, est en départ pour Saint-Pétersbourg. Donc je passe très vite. Là, c'est par contre assez important. Et donc je vais quand même le lire. C'est une citation de Franck Soudan sur la question de l'archive numérique. Donc Franck Soudan écrit dans Archiver l'art numérique, collecter la démarche plastique. Nous touchons là une des spécificités de l'art numérique, encore plus spécifiquement à celui de l'art en réseau. Du caractère perpétuellement mutationnel de celui-ci, que ce soit dans ses attributs matériels, applicatifs ou usuels, soit au niveau de la couche visuelle seule, soit celle qu'investissent les interfaces et les écrans, découle le fait que toute œuvre inscrivant son patrimoine programmé au sein de cet exosystème délègue alors une partie de ses caractères phénotypiques aux diverses affections de ce même réseau. Donc évidemment, on est toujours dans une question de propriété privée, propriété publique, programme, conception, langage du programme, etc. Le réseau n'est pas stable, la conservation numérique aléatoire. Il faut donc disséminer sur plusieurs serveurs des bribes de documents conservés la plupart du temps dans la forme imposée par ces derniers. Alors là, bien sûr, je fais référence au devenir monument dont parle Jean-Louis Boissier, est une post-collection sans centre dans la temporalité d'un contexte social ici provoqué intentionnellement par l'œuvre F-Connection, entre temps prescrit et temps institutionnalisé des dispositifs en réseau qui nous sont plus ou moins offerts pour nous les rendre accessibles dans une visualisation programmée. Car cette échelle de temps donnée par les programmes dépend bien sûr des langages dont nous disposons pour les construire et les utiliser. Ils ne sont pas à une échelle humaine. À l'instar du film Épique, je ne sais pas si vous avez vu ce film, ce sont des personnes qui marchent lentement, où les grands pieds ne bougent pas assez vite pour apercevoir les hommes-feuilles, ceux-ci apparaissant et disparaissant désormais dans des laps de temps extrêmement courts, des langages informatiques. Nous sommes donc irrémédiablement confrontés avec les réseaux à des processus de recherche, de collecte éphémère puis de perte, de réactualisation, voire même de disparition. Dans cet arrêt sur image, cette impossibilité de tout voir, un peu comme à travers les dispositifs de dissémination mis en place par Massin, Robert Massin, qui est un illustrateur ou un responsable de collection à la NRF, Gallimard. J'ai mis juste ici une espèce d'interprétation de la cantatrice chauve de Ionesco par rapport à la style du design. Nous nous devons ainsi d'installer des systèmes opérants hypermédias et complexes, ce qu'on appelle, nous, des remakes, dans un continuel déjà à refaire. C'est-à-dire qu'on a dépassé le ready-made par le remake, quelque part. C'est-à-dire qu'on doit toujours tout refaire. Donc F-Connection, la mise en forme s'apparente à un temps spirale, comme une grande roue sans axe, dont le centre hypothétique nous entraînerait sans cesse dans un mouvement sans fin, plus ou moins à nous rapprocher des points de contact signifiants, les zones d'embarquement, pour reprendre un terme de Carole Brandon. C'est entre autres choses pour ces raisons que F-Connection se déploie simultanément sur les réseaux sociaux et de manière plus classique à travers la lettre. Alors ce que je pensais, c'est finalement qu'on est dans une disparition de l'homo sapiens, c'est-à-dire qu'on est encore dans un temps où il y a des formes qui se confrontent, comme la lettre et justement les réseaux. Donc l'homo sapiens est dans une lente disparition physique, ça va prendre encore une centaine d'années, mais on va passer à l'homo numericus, pour reprendre le titre d'un site en ligne de Pierre Mounier qui analyse aussi les réseaux, qui travaille à l'ENS, et donc on est dans cette idée de lente disparition d'une forme humaine qui n'est pas réfractaire nécessairement au réseau, mais qui n'en comprend pas le potentiel ni les systèmes d'utilisation. Voilà, merci. On a le temps pour une question. Oui, on peut avoir... Est-ce que vous avez des questions? Peut-être sur la conclusion. Polémique. Moi, elle m'embête un peu parce que... Peut-être la conclusion m'embête un peu parce que
Si on regarde, moi je parlais de ça cet après-midi, mais si on regarde la carte de couverture de Google au niveau des Street View, on a un découpage socio-économique du globe qui montre que tout le monde n'est pas connecté. Qui montre une réalité sociale, qu'on est loin d'être tous connectés, qu'on est loin d'être tous... c'est pas vrai. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une... Non, il y a une écrivaine, si on peut appeler comme ça, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Virginie Despentes, mais je voudrais pas être sûr, qui a fait l'essai de se dire, moi je veux faire un voyage initiatique en Afrique, et je vais aller en Afrique dans un endroit, je vais traverser un fleuve complètement inconnu et tout ça, mais je veux aller faire ce voyage initiatique. Et elle s'est aperçue qu'en fait, toutes les personnes, elle tombait sur des tas de personnes sur les réseaux sociaux, y compris les personnes connectées à travers des téléphones portables, parce que évidemment, on n'a pas le haut débit en Afrique, mais on a tous des téléphones portables. Et donc, évidemment, on passe par la 3G. Hein, et que ces personnes lui donnaient des contacts, des amis, etc., dans la jungle, quoi, et qui allaient la recevoir, etc. Donc, cette idée que des personnes ne soient pas connectées est complètement fausse. On voit bien, par exemple, ce qui se passe avec les sans-abri à Calais. Hein, c'est-à-dire que l'aide aux sans-abri passe aussi par l'aide pour recharger les téléphones portables. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent en charge d'accueillir chez eux, non pas les sans-abri, mais leur téléphone portable, les recharger, ils leur donnent un petit papier et puis ils viennent les rechercher. Tout le monde a un Samsung 3G Galaxy, et puis quand on l'a pas, on le vole. Hein, c'est tout simple. Et quand on a... Non mais, je veux dire, il suffit de passer à peu près le nord de l'Italie pour se rendre compte que plus personne ne paye les applications, les objets et les connexions. Et on s'aperçoit que donc tout le monde a accès à ces systèmes. Voilà. Je ne sais pas si on va quand même en 100 ans vers un changement. C'est un peu comme l'homme de Néandertal, ça va prendre un certain temps. Par rapport à l'homo numericus, moi j'avais remarqué que... moi j'ai l'impression d'avoir une pratique d'homo numericus depuis très longtemps, qui est peut-être pour ça que j'ai été aisément continuer mes activités de film via Internet, que parfois j'ai l'impression que je préfère trouver quelque chose qui est déjà là, un peu comme les codeurs qui vont maintenant coder à partir de programmes déjà existants. Ils ne recomposent pas le code, ils prennent des briques et puis les briques s'assemblent pour répondre à une problématique donnée. Donc il ne s'agit jamais de recomposer une ligne de code, mais de trouver celle qui est déjà là. Oui, donc, la particulier du code aujourd'hui, c'est de chercher le code, par exemple, déjà écrit. Oui. Et pour le langage, c'est pareil. Et c'est aussi cette forme de langage qui pourrait apparaître. C'est pas une question, quoi. Sauf qu'il y a deux visions du code. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la vision propriétaire. On utilise Unity, par exemple, pour faire de la 3D. Puis il y a la vision open source. C'est-à-dire qu'on profite, c'est vrai, de lignes de code qui ont été déjà mises sur Internet. J'en ai profité aussi. Hein. Plein de gens m'ont donné des bribes de code qu'ils ont vendues à des entreprises. Mais l'idée, c'est que cette chose open source, elle reste open source. C'est-à-dire qu'on est dans une éthique de hacker, quelque part. Et que dessous le web, il y a le deep web où il y a plein de gens qui travaillent et qui laissent faire, qui font en sorte que les choses soient accessibles à tout le monde. Et là, on est vraiment dans une éthique de ce que j'appelle le politique. C'est-à-dire comment faire en sorte d'enrichir ces réseaux par des systèmes qui soient open source. Donc c'est pour ça aussi que je parlais d'œuvres accessibles, gratuites, etc. C'est-à-dire qu'on est dans des dispositifs maintenant où on se pose la question vraiment quand même, est-ce qu'on doit nécessairement, même dans l'art, être que, je dis pas contre, mais que dans une politique capitaliste. Et c'est peut-être aussi cette question qui peut nous permettre de rester à l'abri à l'université.